entre enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 19 avril 2025. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission destinée à décrypter les principaux événements de la semaine. Alors le numéro d'aujourd'hui est consacré à la nouvelle dégradation des relations entre l'Algérie et la France. Le numéro est intitulé Bruno Retailleau torpille le rapprochement entre Alger et Paris. Alors qu'elles tendaient à se réchauffer, les relations entre l'Algérie et la France se sont de nouveau tendues la semaine dernière. Et pour cause, l'arrestation aussi surprenante qu'inattendue le 8 avril 2025 d'un agent consulaire algérien. En réaction à cette interpellation, le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré persona non grata 12 agents de l'ambassade de France à Alger. Alors, pour le ministère algérien des Affaires étrangères, je cite, « Ce tournant judiciaire inédit dans les annales des relations algéro-françaises n'est pas le fruit du hasard. Il se produit à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales », a déploré le département dirigé par Ahmed Attaf. Le ministère algérien des Affaires étrangères a fustigé par ailleurs un acte indigne accusant Bruno Retailleau d'être derrière l'arrestation de l'agent consulaire algérien. Il est à rappeler que cette affaire survient moins d'une semaine après le déplacement de Jean-Noël Barrot à Alger, alors que la France et l'Algérie s'étaient engagées vers la voie de la réconciliation après une crise diplomatique aiguë entre les deux pays. C'est effectivement fin mars que les présidents Tebboune et Macron avaient acté la fin de la crise, une crise qui a duré plusieurs mois. Alors question, la crise entre Alger et Paris est-elle partie pour durer ? Bruno Retailleau a-t-il fini par imposer sa ligne à l'exécutif français ? Pourquoi est-il si difficile de sanctuariser la relation algéro-française ? Alors c'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui dans l'événement du Sahel. Alors pour tenter de répondre à ces questions, il y a avec nous Ahmed Kateb, journaliste, chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chafaoui. Bienvenue à vous Ahmed Kateb. Merci beaucoup. Il y a également avec nous Mqorna Touarabi, journaliste spécialisé des questions de sécurité en Afrique et consultant de l'émission. Mqorna Touarabi, bonjour. Bonjour Zine, bonjour Ahmed Kateb et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci à vous, Mqorna Touarabi. Ahmed Kateb, on l'aura tous constaté, le torchon brûle à nouveau ou de nouveau entre Alger et Paris, où devrions-nous dire, nous assistons à une sorte de retour à la case de départ, ou à la case départ. La raison ou les raisons sont connues, comme je l'ai dit en introduction. Alors, si nous revenions d'abord sur les circonstances de l'arrestation de l'agent consulaire algérien le 8 avril dernier, un agent consulaire qui travaille au consulat algérien de Créteil, c'est plutôt inédit comme situation. Est-il admis que l'on arrête comme ça un agent consulaire d'un pays étranger dans les circonstances que nous savons ? Est-ce que les agents consulaires ne bénéficient-ils pas d'une sorte d'immunité ou du moins d'une protection consulaire qui les met à l'abri de ce genre d'humiliation comme celle que vient de subir l'agent consulaire algérien ? Oui, tout à fait. Ce qui est un peu anormal, c'est que l'arrestation se soit produite en plein jour, en pleine rue, où l'agent consulaire algérien a été malmené par les forces de l'ordre françaises. Oui. Il a été arrêté comme on arrête un véritable malfrat, un voyou, un nervi, un contrebandier. Oui. Donc on est face
à une violation flagrante des dispositions de la Convention de Vienne, Oui. qui régit les affaires consulaires et les relations consulaires entre les États. Si vous voulez, permettez-moi de lire uniquement l'article 34 de cette convention, intitulé Liberté de mouvement. Oui. Donc, sous réserve de ces lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État de résidence, dans notre cas c'est la France, assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. C'est-à-dire déjà la liberté de mouvement de l'agent consulaire algérien est non seulement garantie, Oui. mais protégée. Exactement. Donc, et il dispose également de l'immunité diplomatique relative à son poste. Oui. Donc on voit que par ce geste, Et- la police française, les services français, Viol. puisqu'on parle Oui. ici du ministère de l'Intérieur français, Oui. sont en flagrante contravention par rapport aux dispositions de la Convention de Vienne. De Vienne. Déjà. Et faut-il le rappeler, de par le passé, il y a eu de nombreux cas où des pays déclarent des personnels diplomatiques persona non grata. Oui. On a l'exemple récurrent entre la Russie, les Et les États-Unis, États-Unis. les États-Unis et la Chine, la Grande-Bretagne et la Russie, etc., Oui. Oui. sans qu'il y ait ce genre d'action spectaculaire digne de films hollywoodiens à l'encontre d'un agent consulaire qui bénéficie de l'immunité. Donc Oui. on est face non seulement à une violation des dispositions de la Convention de Vienne, mais surtout on est face à une Une provocation. provocation. On est dans le délit provoqué. On veut dire à l'Algérie, même s'il y a un processus de réchauffement, donc ce processus peut être torpillé à n'importe quel moment, et Oui, oui. c'est le cas, on le voit. On le voit. Donc 48 heures uniquement après le déplacement à Alger de Jean-Noël Barrot, Oui. Qui est Bruno ministre français Retailleau, des Affaires étrangères. Oui. son homologue de l'intérieur, de la place Beauvau, torpille purement et simplement ce processus de réchauffement Oui. qui a été acté par des faits et des décisions immédiates. Reprise de la coopération sécuritaire, reprise du travail de la commission sur la mémoire. Oui. Donc on était dans un processus de rétablissement Oui. normal des relations entre les deux pays suite à l'appel téléphonique du président Macron Le 31 le mars, 31 mars 2025. 2025. Donc le président français a téléphoné à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Oui. Les deux présidents se sont entendus sur de nombreuses Sur un agenda. questions, un agenda. Il y a eu un communiqué commun qui a sanctionné Oui. cet entretien téléphonique. Il y a eu la visite de Jean-Noël Barrot le 6 avril. Le 8 avril, on est dans le délit provoqué. Donc, cela suppose que l'État profond français, du moins Une le partie ministre de la de classe l'Intérieur, politique, une partie de la classe politique française revancharde, colonialiste, Anti-algérienne. celle qui n'a jamais digéré l'indépendance de l'Algérie, donc revient à la charge pour torpiller bel et bien un processus de réchauffement. Très bien. Moukhala Touarabi, est-ce que vous auriez des éléments à rajouter par rapport justement à cette séquence concernant l'arrestation de l'agent consulaire algérien? Comme le dit Ahmed Kateb, une personne jouissant du statut diplomatique bénéficie d'une immunité de juridiction et d'exécution administrative, civile et pénale couvrant ses actes, ses actes de fonction et ses actes privés. Oui. Alors, même quand un agent consulaire, quel que soit cet agent, est problématique, généralement, le pays d'accueil essaye de régler de façon discrète, de manière discrétionnaire, le problème. Dans ce cas, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a même pas été avisé du projet de la police française, du ministère français de l'Intérieur, d'arrêter un agent consulaire algérien, ce qui contrevient aux usages diplomatiques. Oui, d'abord, il faut rappeler que l'affaire n'est pas née, n'est pas récente, que l'affaire pour laquelle il a été arrêté date d'un peu plus d'une année. Oui.
Donc le timing de cette opération, de cette arrestation aussi, est à observer de près parce qu'il intervient justement au lendemain d'une visite effectuée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, comme l'a souligné Ahmed Kateb. On dit souvent qu'en politique, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard, il y a eu au moins 2 ou 3 éléments quand même à retenir. D'abord, il y a le timing, elle intervient 48 heures ou 24 heures après la visite de Jean-Noël Barrot, qui a acté une reprise du dialogue pour dépasser tous les différends entre les deux pays. Et deuxièmement, quand même, l'arrestation a été filmée. Ce n'est pas un hasard, elle a été filmée. Il y a des milliers d'arrestations quotidiennes en France. On ne voit pas les images comme ça. Donc, tout a été préparé. Donc, l'arrestation préméditée, le choix il y a une mise en scène de l'arrestation, une théâtralisation, effectivement. D'ailleurs, le mot a été utilisé dans la réaction du ministère algérien des Affaires étrangères, qui a dénoncé justement le modus operandi qui a été choisi par les services de Bruno Retailleau. Donc il y a eu une volonté justement d'humilier cet agent et par conséquence donc d'humilier l'Algérie, de provoquer l'Algérie. Ça c'est un élément et tout. En même temps, il ne faut pas oublier que Bruno Retailleau a choisi d'aller au Maroc le jour même où Jean-Noël Barrot est venu à Alger. Le choix n'est pas fortuit, est dans la provocation. En même temps, il déclare que entre la France et le Maroc, il y a une très belle coopération en matière des OQTF. Les OQTF qu'il utilise comme une arme contre l'Algérie, comme quoi l'Algérie refuse d'opérer, alors que les chiffres qui émanent des organismes qui relèvent de son propre département démontrent cette rhétorique, cette regain qu'il fait sortir à chaque fois, à savoir que l'Algérie ne coopère pas sur le dossier. Donc, cette affaire de l'agent consulaire a été bel et bien utilisée pour torpiller ce rapprochement. Rabi, alors, je vous redonne juste après la parole. Je vous propose d'abord, avant de reprendre le débat, d'écouter Sofiane Chaïb, secrétaire d'État, auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale étrangère. Cabale judiciaire créée de toutes pièces. Je tiens encore une fois à rappeler le caractère inédit de cette affaire. Nous parlons d'un agent consulaire qui dispose et qui a des immunités et des privilèges et qui se trouve aujourd'hui même, et au moment où je vous parle, mis en détention, placé en détention et mis en examen. Et donc, c'est en raison de ce caractère tout à fait inédit de cette tension que nous avons pris cette décision de procéder à l'expulsion de ces agents qui relèvent du ministère de l'Intérieur français. Nous nous sommes engagés toujours de bonne foi en vue justement de matérialiser l'engagement commun de nos deux chefs d'État, disons, à renouer le dialogue. L'idée était d'apporter et de conférer une ambition nouvelle à cette relation bilatérale en droite ligne avec la déclaration d'Alger de 2022. Et donc, la visite du ministre des Affaires étrangères français à Alger le 6 avril participer de cette dynamique. Il a été invité par le ministre d'État justement pour opérationnaliser les engagements communs. Malheureusement, cette nouvelle tension rend compte justement des personnes qui sont à l'origine du processus de torpillage de cette nouvelle dynamique. Alors, Mkouet Ouarabi, pour le secrétaire d'État auprès du ministère algérien des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale étrangère, il est tout à fait clair que il y a une volonté de torpillage du rapprochement entre Alger et Paris et que ce torpillage est l'œuvre du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ici, le responsable est clairement désigné.
Oui, tout à fait. Et je pense que les choses sont très claires là-dessus. Depuis son arrivée justement à Place Beauvau, il ne fait que attaquer l'Algérie. Au fait, au point où il fait oublier aux Français qu'il est le ministre de l'Intérieur, Oui. pas le ministre des Affaires étrangères. Des hommes d'État français ont eu déjà à lui rappeler qui ne doit pas déborder de ses prérogatives constitutionnelles, à savoir de gérer les affaires intérieures, Oui. comme à l'instar de Dominique de Villepin, qui est connu, qui a eu à exercer de hautes fonctions au sein du gouvernement français, notamment au Premier ministre sous Chirac, et qui lui a dit que c'est pas en théâtralisant, en faisant du show médiatique que vous allez vous rapprocher de l'Algérie, ou bien vous allez gagner un rapport de force dont vous parlez. En fait, donc, pour Bruno Retailleau, c'est pas régler le problème des Français qui l'intéresse, loin de là, parce qu'il sait très bien que c'est pas la bonne méthode. Le choix de cette méthode, elle est dictée par ses ambitions politiciennes étroites. Il y a une instrumentalisation de la relation il ne faut pas algéro-française. oublier qu'il est candidat, candidat à la tête du parti Les Républicains. Les Républicains, dans l'élection en juin. Mai-juin. Ça veut dire dans à peu près un mois qu'il est en course pour ce poste. Il y a une rude compétition entre lui et son adversaire Wauquiez. Aujourd'hui, il utilise depuis le début la carte de l'Algérie pour justement atteindre ses objectifs politiciens. Ça, c'est la première étape. Oui. Mais il faut voir qu'au sein du gouvernement français, au-delà de Bruno Retailleau, il y a encore d'autres membres qui ont de l'ambition politique. Oui. Comme on est dans une phase critique, une crise très profonde que vit aujourd'hui sur le plan politique la France, mais aussi sur le plan économique. Donc il y a beaucoup de personnel politique, ou même au sein du gouvernement français, qui ont de l'ambition et qui ont dans leur viseur l'élection présidentielle de 2027. Exact. Toujours par rapport à cette séquence, Ahmed Kateb, cette séquence, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas une affaire, celle de l'ancien chef de protocole du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ziane Hasni, qui avait été arrêté en 2008, en août 2008, si mes souvenirs sont bons, qui avait été accusé d'avoir été lié à l'assassinat d'un opposant algérien, enfin d'un avocat algérien, en l'occurrence Ali Missili. Alors, il débarque à l'hôpital, à l'aéroport de Marseille en août 2008. Il est embarqué comme un vulgaire malfrat. À l'époque, les autorités algériennes avaient parlé de prise d'otage. Il s'est avéré, 2 années après son arrestation, il a été mis en examen. Il est resté en France pendant 2 ans. Et 2 années après son arrestation, son jugement débouche sur un non-lieu. Un non-lieu. Le dossier était vide. D'ailleurs, même dans le cas de l'agent consulaire arrêté le 8 avril, déjà, une partie de la presse française parle de dossier vide. On est dans des affaires similaires où il y a une volonté délibérée d'empoisonner la relation algéro-française et d'instrumentaliser la relation algéro-française. On est dans un cas de... le ministère des Affaires algérien des Affaires étrangères, je crois qu'il utilise le mot barbouzerie aussi. Hein. On est dans un cas de barbouzerie. De barbouzerie et de cabale. Oui. On est dans une vulgaire cabale contre les agents consulaires algériens, contre les diplomates algériens, et on utilise des méthodes d'un autre âge. Des méthodes de barbouzerie. La France a, dans le cas du diplomate Hasni, arrêté en 2008, donc avait procédé d'une manière très approximative, et on a vu non seulement le dossier était vide, mais on a plus tard parlé d'une affaire d'homonymie. Oui. Donc ce n'était qu'un homonyme par rapport
à un soi-disant agent au même nom, qui a le même nom, qui aurait participé à l'assassinat d'Ali Missili Oui, à Paris. oui. Donc, Et si, excusez-moi de vous interrompre, Ahmed Kateb, quand on se remet dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire août 2008, si mes souvenirs sont bons, je me souviens que la relation entre les deux pays n'était pas très bonne aussi. Hein. et Sarkozy venait d'être élu, il y avait On se souvient l'affaire de la loi sur les bienfaits, entre guillemets, de la colonie 2005. de 2005 avait Février laissé... 2005 avait laissé des séquelles. oui, Donc Sarkozy, il y avait des enjeux. Hein, des enjeux. entre-temps, Sarkozy était venu à l'Élysée, était élu. Oui, Il y avait un grincement de dents par rapport à la relation avec l'Algérie. oui, Donc on était dans une phase, disons, descendante. oui, Mais pas comme c'est le cas actuellement. Il faut souligner ce fait. oui, Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une phase critique. oui. Si on parle de relations bilatérales, Oui, c'est il y a- une phase critique. Il y a une expulsion d'agents, de personnel diplomatique des deux côtés. Jamais dans l'histoire de la relation algéro-française, tel scénario ne s'était produit. Ne s'était produit, pire, on est dans une sorte d'acharnement Oui, français. Donc, si on voit les médias de l'Hexagone, donc c'est l'Algérie servie au petit déjeuner, au déjeuner, oui, au dîner. Donc, le peuple français a droit à une rhétorique algérophobe à longueur de journée, oui, de oui, la part des politiques, de certains intellectuels, oui. de certains journalistes. Donc, il y a pas de répit. une sorte de partition qui est jouée, Oui, où il y a un partage de rôle entre les politiques, certains intellectuels Oui, oui. organiques qui travaillent une cause de l'extrême droite, oui, une cause d'un certain renouveau de la France, une cause revancharde par rapport à l'empire colonial français qui a été perdu, donc à l'Algérie oui, dont on digère toujours pas l'indépendance et la souveraineté, et également des journalistes qui sont là pour, on peut utiliser le terme chien de garde, oui, pour les qualifier, parce qu'ils sont là pour, je m'excuse du qualificatif, aboyer en longueur de journée à l'encontre de l'Algérie. oui, Donc on est dans une séquence très critique où tous les coups bas sont permis. oui, Et ces coups bas, qu'ils soient de type barbouzerie, qu'ils soient médiatiques ou qu'ils soient intellectuels et politiques, se rejoignent dans la même trame de fond oui. d'un discours, d'une rhétorique anti-algérienne. Primaire, hein, primaire. Primaire. Crois-toi, Rabi, vu ce qui vient d'être dit sur ce plateau, vu les éléments à notre disposition, est-ce que vous pensez que la crise entre Alger et Paris est partie pour durer? Vous pensez qu'il est toujours possible un peu de rattraper les choses? À mon avis, si on analyse justement depuis 2022 jusqu'à maintenant l'état des relations entre les deux pays, la crise elle est partie pour durer. Pourquoi? Parce que justement la France n'arrive pas à régler ses problèmes politiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui l'Algérie ça fait partie de la politique intérieure française. C'est ça. On veut en faire un dossier de politique interne. On en a alors que fait ça un ne- dossier oui. aujourd'hui avec le gouvernement actuel, avec la fragilité dans laquelle se trouve l'actuel président français, après avoir perdu la majorité au sein du Parlement. Aujourd'hui, c'est l'idéologie de l'extrême droite qui gouverne en France. Oui. Même si elle n'est pas au pouvoir, son idéologie, son programme est en train d'être exécuté par d'autres qui ont l'ambition justement de gravir les échelons et d'accéder à l'Élysée par tous les moyens. Et bien évidemment, ils ont trouvé l'Algérie comme une carte qui rapporte en France aujourd'hui parce que pour eux, voilà,
quand on évoque l'Algérie, c'est l'Algérie française, c'est un département français. C'est comme ça que Bruno Retailleau voit la relation entre Il y a la des gens France et l'Algérie. Il ne la voit pas comme un État indépendant, mais il la voit comme un département d'outre-mer qui dépend de ces services. C'est pour ça que quand il parle, il utilise ce langage combinatoire. On dirait qu'il est en train de donner des ordres. Et ça ne va pas aider la relation entre les deux pays. Au contraire, à chaque fois que Bruno Retailleau ouvre sa bouche sur les plateaux, et il en fait tous les jours au moins des dizaines de plateaux, et c'est toujours la même tonalité. Et il n'y a ni le président français, ni le Premier ministre ne peuvent recadrer Bruno Retailleau parce qu'il est dans un élan politique. Il s'en fout justement de l'état de la relation entre l'Algérie et la France. Tout ce qui l'intéresse, c'est son agenda électoraliste. Ahmed Kateb, donc la crise entre les deux pays est partie pour durer. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Vous partagez un peu le point de vue de Moukran? Oui et non, parce qu'en politique, rien n'est impossible. On l'a vu le 31 mars, il a fallu d'un coup de fil pour amorcer une dynamique de normalisation et de retour à la normale. Donc on est dans une sorte de relation dents de scie. Nous sommes dans le creux de la vague. Il faut qu'il y ait, côté français, je pense que c'est une crise profonde et systémique à laquelle est confronté tout un système, celui de la Ve République, qui arrive à bout de souffle. On voit que politiquement, il n'y a plus de majorité. On n'arrive pas à trouver une majorité. Auparavant, le système politique de la Ve République était organisé en majorité présidentielle, opposition, un centre. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité présidentielle, il y a deux extrêmes qui ont un large spectre dans l'Assemblée nationale française, qui disposent d'une assise et d'une base électorale très importante, celui de l'extrême droite et celui, je ne dirais pas de l'extrême gauche, mais disons de la gauche et consorts, donc qui fait que d'abord Macron n'a plus de majorité. Ensuite, il n'a plus d'aisance dans sa propre gouvernance des affaires publiques. On voit Bruno Retailleau monte au créneau à chaque fois. Il n'est pas recadré ni par son Premier ministre, ni par le Président. Donc, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils veulent laisser faire? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Ce qui m'amène à l'autre question. Est-ce que, justement, Bruno Retailleau n'a-t-il pas fini par imposer sa ligne à l'exécutif français concernant les relations algéro-françaises? Bon, là, on le voit, à chaque fois, il souffle sur les braises. Il veut la mise en place d'un rapport de force avec l'Algérie. Il parle de sanctions graduées. Est-ce que, finalement, le camp de Retailleau n'a-t-il pas fini par imposer ou prendre le pouvoir dans l'exécutif par rapport à je ne dirais pas ça. Il y a un rapport de force. Est-ce que vous pensez au contraire qu'il y a un partage des rôles entre... Il y a un rapport de force, il y a un partage de rôles. D'abord, situons le personnage. Bruno Retailleau est un Vendéen, donc issu de Vendée. Un département français connu pour être le bastion de la contre-révolution, etc. Bref, et je remonte à 1789. Sud-ouest. C'est du côté de l'Atlantique. Très bien. Maintenant, le problème également, c'est que c'est un rejeton politique de Philippe de Villiers. En politique de droite souverainiste, et qui actuellement a des accointances avec le Rassemblement national, ex-Front national de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, donc, étant donné qu'on ait cette connaissance de ces éléments, on peut comprendre aisément la logique dans laquelle raisonne et travaille le ministre français de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il est d'abord dans une négation du fait de l'État national algérien. Il le refuse tout simplement, sans le dire, mais il le refuse. Le dénigrement systématique de l'Algérie, de ses institutions, de son président, de son armée, etc. Ce dénigrement systématique renvoie à un impensé,
celui Oui. que l'Algérie n'aurait pas dû être indépendante. Oui. Retailleau raisonne ainsi. Et il y a des gens qui veulent refaire la guerre d'Algérie. Il y a des gens qui veulent... Ce sont eux qui qualifient ça de guerre d'Algérie. Pour nous, notre glorieuse révolution a été l'une des plus Il aura fallu du temps déjà pour reconnaître qu'il y avait une guerre en Algérie. Tout à fait, mais l'une des plus importantes révolutions du XXe siècle, qui a forcé le respect de toute l'humanité et qui fait cas d'école aujourd'hui pour dire, voici un exemple d'un soulèvement populaire national contre le fait colonial. C'est clair. Maintenant, au sein de l'exécutif français, on voit qu'il y a une sorte de partition qui se joue entre le président Macron, un peu moins le Premier ministre, François Bayrou, mais surtout avec Bruno Retailleau. Retailleau fait figure désormais de Premier ministre bis, si on veut parler ainsi, ou de ministre des Affaires étrangères bis, concernant l'Algérie. Donc il déborde de toutes parts. Largement de son cadre. Et là on revient aux prérogatives dévolues à chaque département ministériel selon la constitution de la Ve République française. Donc le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale, c'est le garant et le seul responsable de la politique étrangère et de défense qui délègue certains dossiers à son ministre des Affaires étrangères. Mais il n'est pas dit que le ministre de l'Intérieur puisse jouir d'avantages concernant la diplomatie, le fait diplomatique ou les relations entre la France et des pays tiers. Donc on est là face à une sorte de myopie qui est savamment distillée, entretenue pour placer le curseur tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, dans la relation avec l'Algérie. Et là, ça peut soulever, je conclus, et là, ça peut soulever des interrogations sur les réelles intentions des dirigeants français. Voilà. Mqaïto Rabi, alors, au mieux, les relations, comme vous venez de le dire, vont reprendre. Il suffirait d'un simple coup de fil pour que les choses reprennent. Bon, la reprise passe nécessairement par la libération de l'agent consulaire algérien. À ce propos, le ministère algérien des Affaires étrangères demande sa libération, exige sa libération immédiate. Au pire, nous avons une sorte de relation à minima. La rupture, est-ce qu'elle est possible ou pas, sachant que il y a quand même plus de 4 millions d'Algériens qui vivent en France, il y en a beaucoup qui ont la double nationalité, il y a des intérêts entre les deux pays. Les deux pays ne sont-ils pas, malgré toute cette cacophonie, obligés de composer et d'entretenir des relations à minima. Ça va être des relations à minima. À minima, on ne va pas aller... Si les choses restent en l'état, bien sûr. Je pense qu'au regard des liens humains entre les deux pays qui sont très importants... Des enjeux et des défis qui se posent aux deux pays. On a des défis sécuritaires, des défis... Bien évidemment, mais l'attitude, notamment de Bruno Retailleau, n'aide pas justement à aller vers l'apaisement. Bien au contraire, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un apaisement entre les deux pays. Pour lui, c'est un registre de commerce, c'est un registre électoraliste. Donc si cette crise... on est parti au moins jusqu'à 2027. Tout à fait. Donc là, on est dans une phase de pré-campagne pour 2027. Tous les coups sont permis et on voit bien qu'on a décidé la matrice de l'extrême droite que représente aujourd'hui Bruno Retailleau au sein du gouvernement français veut que cette crise justement perdure pour justement ça travaille des ses objectifs intérêts. étroits. Vous l'avez si bien dit. Je ne pense pas qu'on ira vers une rupture totale, comme on l'a vécu avec, par exemple, le Maroc. Mais les tensions vont persister parce que
Il n'y a pas de volonté de l'autre des côté Rotaillons, et il y en aura encore et encore. Ouais. Même si Rotaillot quitte le gouvernement, il y aura un autre. On a vu comment, par exemple, dans le cas de l'agent consulaire, les Français invoquent l'indépendance de la justice française, ce qu'ils ne veulent pas admettre pour le cas de Sansal, parce que Sansal aussi en Algérie, la justice algérienne, elle est aussi indépendante que la justice française. Et pourtant, on peut reprocher beaucoup de choses à la justice française. Il y a des cas d'abus énormes. Et dans un autre cas, on voit que, par exemple, le Rotaillot ne traite pas les dossiers des franco-étrangers, je le dis d'une manière générale, de la même manière. Il parle du franco-algérien Sansal qui doit être libéré, mais il n'a pas demandé, quand il a été au Maroc, la libération de Mati Mondjib, l'historien franco-algérien, qui est interdit franco-marocain, qui a été interdit de sortir du territoire d'une manière abusive. Il est retenu en otage au Maroc. Mais Bruno Rotaillot n'a pas branché, n'a pas fait. Et certains journalistes français lui ont reproché ça. Exactement. Si vous défendez des valeurs, bien évidemment, il faut le faire partout, quelle que soit la nationalité. Exactement. Ahmed Kateb, il y a des gens qui sont mécontents de la dégradation de la relation algéro-française. Les premiers à en être victimes et les premiers à s'en inquiéter, là on commence, l'attitude de Rotaillot et de son clan commence à être contestée en France, y compris même en France. Et ces gens mécontents se comptent parmi les hommes d'affaires français qui ont des intérêts en Algérie. Je dis, des hommes d'affaires français ont tiré la sonnette d'alarme et ont dit leur mécontentement concernant justement cette situation. Il y a aussi beaucoup d'opérateurs français qui risquent de perdre beaucoup de cette dégradation de la relation algéro-française. Oui, de toute façon, ils ont beaucoup perdu depuis quelques années déjà. Ouais. Ils sont victimes des coups bas de leur propre gouvernement à l'encontre de l'Algérie. Ouais. Le problème, c'est que, bon, bien sûr, tout le monde sait que l'argent ne s'accommode pas avec les tensions politiques. Ouais. Et ces hommes d'affaires entendent investir ou fructifier leurs investissements ici en Algérie, ce qui est tout à fait légitime de leur part. Maintenant, que le gouvernement français déconseille à un grand patron de faire le voyage à Alger, celui de la CMA-CGM en l'occurrence. Tout à fait. Tandis que d'un autre côté... D'un côté, on se plaint que qu'on perde des parts de marché, de l'autre côté, on interdit à des opérateurs économiques importants de se rendre à Alger. Renvoie à une seule idée, à une idée uniquement, celle d'une volonté délibérée d'une certaine classe politique française, de certains dirigeants français, de réduire à minima les relations entre les deux pays. Et par relation, ici, j'entends les relations économiques et financières. Donc, on peut un petit peu élargir le spectre et parler des relations culturelles, humaines, sociales, etc. Il y a pratiquement 7 millions de citoyens en France qui ont un lien avec l'Algérie, qu'ils soient des binationaux, qu'ils soient des Algériens avec des certificats de résidence, qu'ils soient des anciens Français qui avaient habité l'Algérie, donc d'anciens colons, les pieds noirs, les harkis, leurs enfants, et il y a également des dizaines d'Algériens en situation irrégulière, comme un peu partout, et comme d'autres nationalités qui écument le territoire de l'Union européenne. Donc on est là face à un problème humain. Quand on analyse froidement les communiqués des deux pays annonçant l'expulsion de personnel diplomatique, on se rend compte aussi que les deux pays se laissent un peu une marge de manœuvre pour tenter pour revenir un peu c'est tout à fait normal. à la normale. On n'est pas vraiment dans ce qui s'appellerait
une logique de rupture. Oui, c'est tout à fait normal Oui. qu'on Du côté se algérien, réserve on pointe un doigt accusateur en direction de Retailleau. Retailleau. Oui. C'est normal pour les Algériens, pour l'Algérie, la diplomatie et pour nous Algériens, Oui. le seul responsable de cette dégradation, de ce torpillage, n'est autre que Bruno Retailleau. Oui. Donc il est clairement identifié et l'Algérie, par cette identification, Oui. fait le distinguo. Oui. On essaie de dire aux Français, nous, à Alger, on ne fait pas d'amalgame. Oui. Et, on n'est pas aussi dans une logique d'escalade ni de surenchère. On veut juste qu'on arrête l'ingérence dans nos affaires dans internes. nos affaires intérieures, puisque Retailleau ne cesse de revenir sur le cas de Boualem Sansal, qu'il qualifie d'être un ami proche, etc., de grand écrivain, qu'à cela ne tienne, il n'y a aucun problème, mais qu'il en fasse un cheval de bataille, alors que le président Macron et son ministre des Affaires étrangères avaient déclaré espérer un geste humanitaire, etc., tout en faisant confiance à la justice algérienne. Donc là, Bruno Retailleau use et abuse d'une certaine rhétorique pour dire attention, l'Algérie, c'est un État de non-droit, etc. Et là, je m'immisce carrément dans ses affaires intérieures pour exiger la libération de telle ou telle personne. Alors, très, très rapidement, c'est une question qui vous est adressée à tous les deux. Il nous reste à peine une minute ou deux. Pourquoi il est si difficile, en fin de compte, de sanctuariser la relation algéro-française? On le constate depuis 62, chaque 5 ans, chaque 6 ans, chaque 10 ans, il y a des crises comme ça, des crises qui sont les unes plus importantes que les autres. Là, c'est l'une des pires crises entre les deux pays. Pourquoi cette relation n'est pas stable? Cette relation n'est pas stable. Elle n'est pas à l'abri des contingences, des agendas politiques, des agendas géopolitiques. Alors, etc. disons que les Français n'ont pas encore soldé leur passif mémoriel et leur passif sentimental concernant l'Algérie d'abord. Ensuite, ils ne sont pas encore départis du complexe du colonisateur. Dès lors qu'ils se départissent de ce complexe, la relation sera des plus normales. Voilà, toi, Ravi. Écoutez, effectivement, c'est lié à l'histoire, ce qu'ils ont commis en Algérie, tant qu'ils ne reconnaissent pas leurs crimes coloniaux, ils ne l'admettent pas comme une colonisation sauvage, une barbarie. Bien évidemment, la relation ne sera pas apaisée. C'est clair et net. Il faut dépasser ce passif justement mémoriel. Il faut le régler d'une manière définitive et passer à autre chose, à ne plus regarder l'Algérie comme une œuvre de colonisation du côté positif, bien évidemment. Parce que c'est comme ça que aujourd'hui la classe politique française incarnée par Bruno Retailleau voit l'Algérie comme quoi en Algérie ce qu'a fait la France était une œuvre civilisationnelle. Merci Mkhoy Rabi, c'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission consacrée aux nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. Alors, on participait à ce numéro de l'événement du Sahel. Notre confrère, Mkhoy Rabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Merci Mkhoy Rabi. Ahmed Kateb, journaliste et chercheur en sciences politiques. Alors, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, sachez que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la page Facebook d'Ifriqiya FM. Alors, je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Amin Zawi. À la console technique, il y avait Khaled. Le streaming a été assuré par Hamid Sihmed. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Bonne écoute avec les programmes, avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.